Bonjour tout le monde. J'étais censée de vous faire la conférence en présentiel, mais vu l'état de notre situation pandémique au Covid-19, je vais essayer d'animer la présentation euh, plus clairement possible. Et donc on va essayer de voir ensemble la confusion mentale, qui est donc une entité nosographique très importante car la confusion mentale, dans la plupart du temps, elle est sous-tendue par une problématique organique qu'on va voir dans le diagnostic étiologique. Alors, avant toute chose, en guise d'introduction-définition, on va essayer d'éclaircir un petit peu la terminologie de la confusion mentale, appelée aussi confusion aiguë ou bien syndrome confusionnel aigu, actuellement utilisé, donc remplaçant l'ancienne terminologie de la confusion mentale. Et son équivalent du terme, c'est le délirium, qui est utilisé donc dans la littérature internationale, dans les manuels statistiques des maladies mentales dans sa 5e version et dans la classification internationale des maladies mentales dans sa 10e version. Il faut savoir que le syndrome confusionnel ou confusion mentale, c'est un trouble très fréquent. Il est très sévère de la vigilance. Il traduit une souffrance cérébrale diffuse, d'étiologie le plus souvent organique ou toxique, comme je l'ai déjà dit. Il s'installe d'une façon aiguë ou subaiguë. Le plus souvent, c'est un tableau qui est réversible. Grosso modo, le syndrome confusionnel est caractérisé par l'association de 4 éléments importants, 4 éléments cardinaux à rechercher sur plan clinique. C'est l'obnubilation de la conscience ou trouble de la vigilance, une désorientation dans le temps et dans l'espace, un état de délire oniroïde qui se trouve dans des états très sévères de confusion, qui est basé essentiellement sur des hallucinations visuelles terrifiantes et horrifiantes, et bien sûr la présence des symptômes somatiques qui peuvent engager le pronostic vital. Donc bien sûr, ces 4 éléments, on va les voir dans l'examen clinique, dans le diagnostic positif de ce syndrome dans les slides suivants. Pourquoi s'intéresse-t-on à la confusion mentale? Donc d'abord, la confusion mentale est une urgence médico-psychiatrique, c'est-à-dire une urgence diagnostique à faire et une urgence thérapeutique. Donc il faut agir en urgence. Donc, c'est une urgence traduisant un état de souffrance cérébrale, comme on l'a défini en introduction, dans l'étiologie est à repérer le plus rapidement possible, c'est-à-dire ça ne peut pas attendre, afin donc de proposer un traitement salvateur, un traitement adéquat à la situation pour éviter donc les complications du sujet. L'étude clinique, il peut se faire de plusieurs façons. Donc, soit on parle directement d'un diagnostic positif en parlant de la phase de début et de la phase d'état. Soit on peut commencer par définir la sémiologie des différents troubles qu'on peut trouver dans la confusion mentale, de parler un petit peu des critères diagnostiques DSM-5, puis on va faire rapidement le diagnostic positif, la phase de début et la phase d'état. Donc ça, c'est mon exposé de la présentation dans les slides qu'on va exposer au fur et à mesure. Les critères du diagnostic du manuel statistique des maladies mentales dans sa 4e ou sa 5e version, donc ça n'a pas changé. Donc le syndrome confusionnel aigu ou confusion aiguë, appelé aussi délirium. Donc quand vous allez voir ce mot-là, donc ça veut dire que c'est la confusion aiguë. Il y a 4 critères qui sont importants, qui englobent pratiquement toute la sémiologie en résumé.
Donc, le critère A, donc, il part de la perturbation de la conscience, avec diminution des capacités de focaliser, de soutenir, de déplacer l'attention ou de la mobiliser. Voilà. Vous avez aussi des modifications dans le fonctionnement cognitif de la personne. C'est des perturbations sur plan perceptif qui n'est pas donc expliqué par la démence préexistante. Voilà, donc le sujet était en état normal. Aussi, le critère C, donc cette perturbation, ces troubles s'installent dans un temps très très court et tend à avoir une évolution qui fluctue. C'est une évolution, donc elle est caractéristique, elle est fluctuante dans le temps. Voilà, et elle évolue très rapidement. Donc, c'est pour ça, si on ne fait pas de diagnostic rapidement, on peut avoir un décès, le décès du patient rapidement. Et puis, il faut savoir que dans ce manuel, euh, il explique que tous ces troubles ne sont pas dus à une affection médicale générale, mais on peut identifier une cause organique dans l'histoire, l'examen clinique, dans les investigations. Voilà, une maladie générale qui est ancienne, donc qui peut se retrouver dans les antécédents, mais qui n'est pas à l'origine de cette confusion mentale. Donc ça, c'est globalement ce que les critères DSM veulent dire. Dans la sémiologie de la confusion mentale, on a le syndrome psychiatrique qui va comporter plusieurs rubriques. Premièrement, la présentation du malade, elle est très importante. Donc déjà, elle est caricaturale. On peut donc détecter une confusion mentale juste d'après la présentation du sujet. Le faciès, parfois, il est hébété, égaré, ahuri, stupide. Donc, la mimique, elle est inexpressive ou inadaptée à la situation. La mimique, c'est l'expression du visage. Le regard du sujet, il est flou, il est lointain, il est hagard, il est vide. Donc, on sent que le patient, il est perturbé, il est égaré. La tenue débraillée, elle est sale. Les propos du sujet sont chaotiques. La plupart du temps, il y a une incohérence dans les propos. Il y a plusieurs phases qui reviennent, qui sont d'ordre trouble de la mémoire et désorientation temporospatiale. Qui êtes-vous? Où on est? Qu'est-ce que je fais là? Etc. La gestualité, elle est maladroite du sujet, elle est inadaptée. La plupart du temps, il ne connaît pas son chemin. En général, il est accompagné par deux personnes qui le tiennent. Donc, l'initiative du sujet, elle est très très pauvre, c'est-à-dire elle n'entame pas la discussion directement. Souvent, il est agité, il a peur de nous parce qu'il a des troubles de la mémoire et des désorientations dans le temps, dans l'espace. Il ne reconnaît même pas ses proches, il ne se reconnaît pas, il ne reconnaît pas l'ambiance, il ne reconnaît pas les médecins. Donc, il avance très difficilement, des fois avec des positions de sécurité, de protection. Voilà, et ces positions de sécurité, de protection, par exemple, il protège son visage, etc. Donc, il veut dire ce sont des équivalences en général hallucinatoires. C'est la vision des éléments effrayants ou terrifiants, voilà, qui est aussi qui nous oriente vers une confusion mentale. Deuxième élément de l'examen psychiatrique, c'est l'altération des opérations mentales. Les opérations mentales, c'est l'attention, la perception, la mémoire, l'orientation temporospatiale, etc. Donc là, l'attention, elle est très perturbée, voire impossible. La perception de l'environnement, elle est floue. Il faut savoir que ces troubles sont très fluctuants, changent d'une minute à l'autre et qui est bien sûr, comme je l'ai dit déjà, un argument en faveur d'un syndrome confusionnel. Le sujet, il est désorienté dans le temps et dans l'espace. Cette désorientation, elle est constante. C'est un sujet qui a des difficultés à s'y situer dans le temps et dans l'environnement. C'est le signe le plus spécifique du syndrome confusionnel.
On a la mémoire, elle est défaillante, donc le trouble de la mémoire, qui est bien sûr la conséquence du déficit attentionnel, qui est l'incapacité à fixer des nouvelles informations, qui entraîne des troubles de la mémoire antérograde, des lacunes mnésiques, c'est-à-dire les événements survenus durant l'épisode mnésique. Voilà, donc on peut avoir la mémoire, donc je vous ai dit la mémoire de fixation, sont quasi nulles. L'évocation aussi des souvenirs aussi, le sujet, il est dans l'incapacité de raconter son histoire, de se souvenir. Donc parfois elles sont très fragmentées, c'est des idées comme ça, des souvenirs parsemés, fragmentés. Il fait aussi des fausses reconnaissances, des faux souvenirs, des fabulations, ainsi que des fausses reconnaissances qui peuvent être observées également dans le trouble de la mémoire. Donc ces troubles de la mémoire vont entraîner par la suite, après guérison, ce qu'on appelle l'amnésie lacunaire. Donc le sujet ne se rappelle pas de l'épisode qu'il a vécu. Voilà, le jugement, il est pratiquement inexplorable chez lui. Donc le jugement, il ne peut pas résoudre une solution ou faire des opérations ou critiquer une situation. Voilà. Donc le jugement, il est complètement inexploitable quand le sujet est en état d'un syndrome confusionnel. Donc, toutes ces perturbations des fonctions supérieures euh, de ces opérations n'empêchent cependant pas d'établir un contact verbal, parfois de qualité avec le patient quand il a des moments de lucidité. Donc, on dit que le sujet en état de confusion mentale, il est désorienté, certes, il a de l'amnésie, mais parfois, il se retrouve pour un laps de temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une fluctuation du tableau clinique. Et le moment où il est avec nous et on peut établir un petit contact avec lui, il est dans l'anxiété importante parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Donc, c'est des réactions. Il essaye de ressaisir, de parler, de se connecter avec la réalité. Cet ensemble de réactions constitue la perplexité anxieuse. Et qui est cette perplexité, elle est constante au cours du syndrome confusionnel. Le délire oniroïde, c'est un délire qui est présent dans 50% des cas. C'est un délire qui est aigu, qui est flou, qui est mal systématisé et il fluctue dans le temps. Alors, c'est un délire qui se construit sur une conscience qui est obscurcie. Les opérations mentales, ils sont perturbées. Le sujet, il est envahi par des images fantasmatiques. Donc, c'est un délire qui est essentiellement hallucinatoire, un mécanisme hallucinatoire, surtout visuel, mais on peut trouver des hallucinations auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Le mécanisme de ce délire est essentiellement intuitif, donc hallucinatoire, et des interprétations erronées, illusionnelles aussi, et les intuitions, voilà, qui sont présents. Il faut savoir que ce délire oniroïde a été décrit par Régis. C'est oniroïde, ça veut dire délire de rêve. C'est comme un dormeur aux yeux ouverts, donc il est envahi par cette activité hallucinatoire visuelle qui est très importante et terrifiante. Alors, les thèmes du délire, ils sont centrés essentiellement sur tout ce qui est l'univers professionnel du sujet. Surtout, je vous ai dit que c'était des hallucinations visuelles. C'est la vision essentiellement d'animaux terrifiants, horrifiants,
qu'on appelle donc les hallucinations visuelles, les zoopsies, mais aussi on peut avoir aussi des thématiques d'agression. Il faut savoir aussi que l'adhésion, elle est immédiate au délire et totale, c'est-à-dire que le sujet vit son délire avec conviction, avec une réalité angoissante, terrifiante, avec une participation timique, c'est-à-dire tout ce qui est angoisse et réaction comportementale et affective qui accompagne donc cet accès-là. Ce délire, il fluctue, donc il change, il fluctue dans le temps. Selon le moment de la journée, classiquement, on a une recrudescence vespérale. Pour le syndrome somatique, il est constitué de syndromes secondaires au syndrome psychiatrique. Tellement que les patients sont très agités, ils vont oublier de manger, donc ils sont très instables, ils vont donc se déshydrater. Ce sont des sujets qui vont présenter un trouble du sommeil, surtout c'est des insomnies. Ils ont des céphalées, on peut trouver des tremblements et on peut trouver quelques symptômes de la série neurovégétative comme la fièvre, l'hypotension artérielle, constipation. Donc, on arrive au diagnostic positif. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit au départ, que c'est une pathologie qui a un mode d'évolution euh, caractéristique, c'est-à-dire avec un début qui est brutal. Donc, deuxième élément, c'est une importante fluctuation des symptômes dans le temps. Une symptomatologie qui comprend au moins une désorientation temporospatiale, un trouble de l'attention, de la concentration et des altérations du fonctionnement cognitif, donc pour résumer. Et en fonction donc de la sévérité, donc on a une association de troubles du comportement et des manifestations d'un délire, d'un pseudo-délire oniroïde dans 50% des cas. Donc, dans la phase initiale, qui est donc le début de la confusion, donc c'est une installation des troubles qui sont progressifs en quelques jours. Le patient se plaint de beaucoup de céphalées et beaucoup d'insomnie, il ne dort pas la nuit et il est très très irritable avec des troubles de l'humeur. Euh, comme la tristesse, une euphorie qui est inadaptée, et puis on peut retrouver même une labilité émotionnelle qui peut s'installer. Parfois, on peut avoir une installation des troubles d'une manière brutale, avec une perturbation de la vigilance, qu'on appelle donc obnubilation. Le sujet, il est désorienté dans le temps, avec des accès de délire, avec des hallucinations visuelles qui entraînent des troubles, bien sûr, du comportement, même dans cette deuxième phase euh, quand c'est parfois brutal. Donc, à la phase d'état, il faut retenir, comme je l'ai déjà précisé, que les signes sont fluctuants dans le temps et qui est un argument en faveur d'un syndrome donc confusionnel. La présentation du sujet, elle est typique, on l'a déjà décrit. Le sujet est hébété, maladroit, négligé. Il présente de l'obnubilation de la conscience. Son discours, c'est-à-dire ses propos sont incohérents, peu cohérents, pardon, ou incohérents. Il a des difficultés de percevoir les choses, il a des fausses reconnaissances, il ne reconnaît pas les personnes qui l'ont ramené, il ne se reconnaît pas. Parfois, quand il est lucide, donc il présente ce qu'on appelle la perplexité anxieuse. Comme on dit en arabe, bahar, donc il ne se reconnaît pas. Donc quand il est lucide, c'est-à-dire il revient à la conscience, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc on dit qu'il est très anxieux, donc on a une perplexité anxieuse.
Voilà, traduisant donc le désarroi et l'atteinte de la conscience du sujet. En examinant le malade, on fait passer donc notre examen rubrique par rubrique et vous allez trouver des troubles de l'attention chez votre patient. On l'a déjà décrit au départ dans la sémiologie. Donc, des troubles de la perception, c'est surtout le délire oniroïde avec des visions terrifiantes et effrayantes. Le sujet, il est désorienté dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire il ne reconnaît pas euh, le temps, les saisons, l'heure, les places, voilà, il ne reconnaît pas sa maison, il ne reconnaît pas ses enfants, il ne peut pas se fixer dans les dates, les âges, etc. On a aussi les troubles de la mémoire qui sont donc la conséquence du déficit, bien sûr, attentionnel, comme on l'avait dit. Donc, il y a une incapacité à fixer les nouvelles informations. Voilà. Et aussi, il y a aussi atteinte des troubles de la mémoire rétrograde du fait des difficultés de la concentration. Donc, il ne peut pas se souvenir, donc donner donc ces différents souvenirs. Et on a aussi des faux souvenirs comme les fabulations, etc. Donc, on l'a décrit dans la sémiologie. Ce sont des sujets qui jugent mal la situation. Ils ont des propos décousus, incohérents, des comportements inappropriés à la situation. Donc, ils font des comportements inappropriés. Tout ça, on l'a décrit dans la sémio, dans les premières slides. Le délire oniroïde, donc, on avait parlé du délire oniroïde, donc dans 50% des cas, donc un cas sur deux. Il est très variable selon l'étiologie. Les zoopsies, on le trouve dans le délirium tremens essentiellement, c'est-à-dire chez le sujet qui arrête brutalement l'alcool. Et selon aussi la journée, que ce soit le soir ou selon la journée, le soir ou l'obscurité. Les signes somatiques sont souvent associés au syndrome confusionnel. Donc, je vous ai dit qu'il y a un désordre neurovégétatif. On peut trouver donc une altération de l'état général du sujet avec une fatigue très importante, un refus alimentaire, parfois un amaigrissement. On peut trouver aussi une fièvre inconstante, des déshydratations, des hyperthermies, donc la fièvre peut aussi sans origine infectieuse, des troubles du rythme respiratoire, des hypotensions artérielles et bien sûr le trouble du sommeil qui sont donc les insomnies avec des somnolences diurnes. Le matin, ils essayent de somnoler. Donc, on a une profonde altération du cycle veille-sommeil qui se manifeste généralement par des somnolences diurnes, comme je l'ai déjà décrit. Sur plan neurologique, donc on a des céphalées atroces, une raideur de la nuque et modification des réflexes du sujet. Donc, on a une hyperréflexie. Le tableau clinique de la confusion mentale évolue selon l'étiologie sous-jacente. Dans les formes psychiques, donc on peut avoir des guérisons sans séquelles, mais avec une amnésie lacunaire. L'amnésie lacunaire, c'est-à-dire que le patient ne se rappelle pas de l'épisode où il était malade. Toute la période où il était malade, il a une amnésie, c'est-à-dire qu'il ne se souvient pas. Il peut subsister aussi des idées fixes, comme ça, des flashs post-onirique, après le délire oniroïde visuel, il peut, après la guérison, avoir juste des petits flashs. Euh, ou bien ces délires et visions qu'il avait au moment du syndrome confusionnel, le sujet peut évoluer vers un délire chronique. Mais l'état confusionnel en général peut évoluer aussi vers un processus démentiel. Voilà, c'est pas fréquent, mais on peut le voir.
Devant tout syndrome confusionnel, il est important d'éliminer tout ce qui est troubles psychiatriques et notamment les troubles psychotiques. D'abord, éliminer l'expérience délirante primaire ou bouffée délirante, appelée actuellement les psychoses aiguës transitoires et brefs. Donc, dans cette affection, on a beaucoup plus des hallucinations auditives qui sont plus marquées que les hallucinations visuelles. Trouble de l'identité aussi qui est très présent. Euh, et absence donc de troubles de la conscience. Aussi, il faudra éliminer une manie, un accès maniaque avec agitation qui est au premier plan. Donc, dans les antécédents, on trouvera donc des accès de manie ou de dépression. Aussi, pas de véritables troubles de la conscience. On éliminera aussi un état dépressif caractérisé, appelé anciennement la mélancolie stuporeuse, avec un tableau clinique qui n'est pas variable dans le temps. Et il y a aussi existence de troubles de l'humeur dans la famille. Autre trouble, on va éliminer tout ce qui est un processus démentiel débutant, qui, dans le tableau clinique, il y a une certaine perplexité, mais qui est moindre par rapport à la confusion mentale, ainsi que le délire oniroïde qui n'est pas très important. L'évolution, elle est chronique dans le temps et on n'a pas de fluctuation comme le syndrome confusionnel, mais beaucoup plus de personnes âgées peuvent présenter un syndrome confuso-démentiel débutant. Le diagnostic étiologique est capital dans la confusion mentale, car le pronostic vital est mis en jeu. Donc, la plupart du temps, les origines organiques sont très importantes. Les premières étiologies, c'est les étiologies toxiques. Donc, on a d'abord l'alcoolisme. On peut trouver donc une confusion mentale, soit en état d'intoxication alcoolique avec un tableau d'agitation psychomoteur, avec hallucination et délire. On peut avoir aussi une confusion mentale qui survient suite à un sevrage brutal ou arrêt brutal de l'alcool, qu'on appelle délirium tremens, qui représente le type de description le plus complet de la confusion mentale. On trouve toute la série de la sémiologie. Donc, le tableau, c'est l'amélioration rapide du délirium tremens, mais son pronostic vital est mis en jeu rapidement. On peut trouver aussi, suite à un arrêt brutal à l'alcool, les encéphalopathies de Gueit et Guerniquet. Ce sont des confusions mentales avec symptomatologie neurologique, avec des paralysies oculomotrices, troubles de la marche et aussi ataxie cérébelleuse. D'autres intoxications aux produits psychoactifs comme le hashish, l'éther à forte dose, les solvants, les hallucinogènes, les amphétamines, les barbituriques, les opiacés. Aussi, en cas de sevrage, on peut avoir donc des tableaux de confusion mentale en cas de sevrage et en cas d'intoxication. Intoxication aussi professionnelle ou accidentelle à l'oxyde de carbone, au plomb, à l'arsenic. Donc, on peut les voir. Les intoxications médicamenteuses, notamment chez la personne âgée, qui est sous antidépresseurs, les benzodiazépines, le lithium, les corticoïdes, les antibiotiques, mais aussi chez l'adulte ou l'enfant quand on a un surdosage intentionnel ou accidentel. On peut avoir aussi des tableaux de confusion mentale en cas d'interaction médicamenteuse et polymédication. On peut trouver aussi la survenue de confusion mentale en cas d'insuffisance hépatique et rénale. Voilà, les principaux médicaments, donc ça se rapproche aux médicaments du sujet âgé. On peut aussi citer les psychotropes, les antihistaminiques, les anticholinergiques de synthèse, les morphiniques, les antiparkinsoniens, la corticothérapie, certains antibiotiques, les digitaliques, les diurétiques.
et les antihypertenseurs centraux. D'autres étiologies peuvent entraîner l'apparition d'une confusion mentale, c'est les toxiques endogènes. Donc, il s'agit des troubles métaboliques, donc on va juste les énumérer, les encéphalopathies hépatiques, l'insuffisance rénale chronique, les hyponatrémies, les insuffisances respiratoires, hypoxie, hypercapnie. On peut avoir aussi des troubles endocriniens, surtout la crise de thyrotoxicosique, les insuffisances surrénaliennes, les acidoses, chez le diabétique, les hypoglycémies. Les causes neurologiques, on a essentiellement les encéphalites herpétiques, les tumeurs cérébrales au stade d'œdème péritumoral et l'hypertension intracrânienne. On peut avoir aussi un syndrome confusionnel qui survient rapidement dans les AVC hémorragiques, surtout les encéphalites hypertensifs. Les hématomes extradurales qui ont le rôle de la commotion et d'œdème cérébral. Plusieurs cas de figure, donc on a confusion au décours d'une crise généralisée d'épilepsie aussi, et on peut avoir aussi une confusion au cours d'une crise partielle temporale d'épilepsie. Toutes les maladies infectieuses peuvent entraîner l'apparition d'un syndrome confusionnel comme la typhoïde en cas du typhus, la brucellose, syphilis, sida, tuberculose, etc. Causes psychiatriques, ils peuvent être secondaires à une émotion très vive, c'est en cas de traumatisme psychique très intense. C'est un choc post-traumatique comme l'attentat, les agressions ou catastrophes naturelles. On arrive au chapitre prise en charge. Donc, après un bilan diagnostique qui comprend essentiellement un interrogatoire minutieux, souvent à compléter avec l'interrogatoire avec l'entourage, l'exploration du syndrome confusionnel cliniquement à la recherche de la sémiologie, les traitements en cours, les traumatismes crâniens, l'usage des stupéfiants, les signes fonctionnels comme les douleurs, céphalées, fièvre, dyspnée. On fait un examen physique complet, l'examen général, les constantes vitales, rechercher les signes de déshydratation et d'infection, séquelles d'une épilepsie, d'une crise d'épilepsie avec perte d'urine et moursure de la langue, un examen neurologique complet, à savoir les réflexes, rechercher aussi les signes des syndromes méningés comme la raideur, la photophobie, signes de localisation moteur, examen des paires crâniennes, donc examen somatique, état du cuir chevelu, la glycémie capillaire, un petit bilan complémentaire en fonction des signes annonciateurs chez le patient, évoquant une telle ou telle, qui nous oriente vers une étiologie. Donc, on va essayer en milieu hospitalier de prendre en charge le patient. Le traitement symptomatique, premièrement les soins généraux. Il faut mettre le patient dans une chambre calme, éclairée, avec une surveillance stricte. Le traitement comportera d'abord par la prise de la tension artérielle, température et une relation médecin-malade qui permet donc de réassurer le sujet et de diminuer cette anxiété envahissante. La sédation de l'agitation par certains neuroleptiques sédatifs comme le lévomépomazine ou bien les anxiolytiques non benzodiazépiniques comme la Tarax en intramusculaire ou bien du diazépam toutes les 4 heures avec surveillance stricte. Il est important de réhydrater le malade si elle est possible, on la fait par voie orale, 3 à 6 litres avec apport calorique, vitaminique B1, B6, B12. Sinon, une réanimation dans les cas graves. Pour le traitement étiologique, le seul traitement curatif du syndrome confusionnel est le traitement
de l'étiologie. Donc, il faudra orienter éventuellement tous les patients vers les services spécialisés en fonction de l'étiologie, soit les services de réanimation, infectiologie, neurochirurgie, etc. Et je vous remercie et bonne